Les plus jeunes, de plus en plus jeunes, veulent ressembler aux adultes. Has anyone else noticed that like every time you go into Sephora now, it's just all little girls? Donc voilà, je me suis lissé les cheveux aujourd'hui. Et les adultes veulent ressembler à des enfants. However, it typically focuses on hyper feminine pieces that have an emphasis on youth and girlhood. Amen. Alors si comme moi vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que la beauté est plus présente que jamais sur les plateformes. Sous forme de cosmétiques, sous forme de chirurgie esthétique, de labels, cette obsession qu'on a de mettre des labels un peu partout, genre Dark Woman Energy, Feminine Energy. Avec le capitalisme, le temps s'accélère, les tendances s'accélèrent et le corps et la beauté n'y échappent également pas. Avec de nouvelles tendances et de nouvelles insécurités qui émergent des réseaux sociaux tous les matins. Et en fait on a cette impression que maintenant nos dictats sont réellement dictés et façonnés par internet. Mais il y a un sujet sur lequel toute la toile se bat en ce moment, ce serait que la Gen Z vieillirait beaucoup plus vite que les générations précédentes. Apparently, Gen Z is like aging really rapidly. I am Gen Z and nobody ever believes me. When my mom and I walk out in public, people think that my mom is my younger sister. Things in my 20s I wish I would have done. First step is gotten Botox. The first sign I noticed a fine line. Est-ce qu'on a affaire à un autre mythe et une autre insécurité d'internet, ou est-ce qu'on a affaire à un phénomène réel? On va décrypter ça aujourd'hui. Alors pour cette vidéo, j'en ai fait des recherches. Je pense que toutes les pages ouvertes sur mon navigateur peuvent témoigner du travail que j'ai fourni pour cette vidéo. Et ça n'aurait pas été possible sans Opera. Tu connais pas Opera? Comment ça? Pour moi c'est le meilleur navigateur, tout simplement en fait parce qu'il a compris tous les problèmes auxquels on faisait face avec un navigateur. On a par exemple la petite barre latérale à gauche qui nous permet d'avoir toutes nos messageries. Il y a aussi le vidéo pop-out qui permet de regarder en simultané n'importe quelle vidéo depuis n'importe quelle autre page. Donc ça veut dire que si vous quittez TikTok, si vous quittez YouTube ou si vous quittez n'importe quelle autre plateforme où vous regardez une vidéo, en allant sur une autre page, la vidéo va vous suivre. Elle va venir s'embriquer comme ça là. Vous allez pouvoir l'élargir, la rapetissir, la mettre un peu plus transparent, comme ça je vois en transparence mon site internet derrière. C'est tellement pratique et un game changer genre. Et vous avez aussi le tab Island qui, si vous ouvrez plusieurs pages sur un même site internet, vous permet en fait de rassembler toutes vos pages et de les mettre dans un petit îlot comme ça. Et quand on fait beaucoup de recherches, je peux vous dire que c'est le truc le plus pratique du monde. Donc voilà, si vous voulez télécharger Opera, il n'y a rien de plus simple, vous allez pouvoir passer par mon lien en bio, c'est gratuit. Merci à Opera de m'accompagner pour cette vidéo, encore une fois. Reprenons où nous en étions. Je ne peux pas commencer par parler de la beauté sans parler de la notion d'âge qui a vraiment évolué avec le temps et vous allez voir pourquoi. Alors il y a deux phénomènes très présents de nos jours, c'est le jeunisme et l'agisme. D'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'agisme c'est une forme de discrimination qui consiste à stéréotyper, nourrir des préjugés ou exercer une discrimination contre des personnes ou groupes de personnes en fonction de leur âge. Bien que l'agisme puisse également cibler des jeunes, la majorité des études sur la question se concentrent sur les traitements inéquitable à l'encontre des personnes âgées. On peut très bien être victime d'agisme en étant jeune qu'être victime d'agisme en étant vieux. Et je pense que même ce sujet il revient beaucoup quand on essaye de revoir l'âge du droit au vote, comme quoi les jeunes ne seraient pas aptes à prendre des décisions pour le pays dans lequel ils vivent, soi-disant parce qu'ils sont trop jeunes. Alors le jeunisme c'est tout simplement faire le culte de la jeunesse dans absolument tous les aspects, mais surtout au niveau de la beauté et de la culture de la beauté. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec le jeunisme quand je me suis baladée sur TikTok et que je vois de plus en plus jeunes, des jeunes femmes et des jeunes hommes se préoccuper des effets de l'âge sur leur visage. They numb you. You don't feel a single thing. It's just a weird sensation and it's preventative so you don't have wrinkles or really bad wrinkles when you're older. Et je pense qu'il y a une procédure chirurgicale qui m'a vraiment fait réaliser qu'il y avait un problème avec l'âge de nos jours, c'est les injections préventives. Alors les injections préventives, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une procédure qui consiste à injecter dans votre peau du botox pour figer vos expressions et du coup faire ralentir l'apparence de rides. Quand je lève par exemple comme ça les sourcils, il y a ça. Vous voyez ça? Et quand par exemple je souris, il y a ça. Mais ça c'est ce qu'on appelle des rides d'expression. Et c'est tout à fait normal puisqu'en fait notre visage
bouge, notre visage bouge tous les jours, on a des expressions qui nous servent justement à communiquer, à exprimer nos émotions et à se faire comprendre dans un dialogue. Et je ne vous l'apprends pas, mais les expressions faciales, c'est absolument nécessaire pour communiquer en société. Et je dirais même que c'est crucial pour la survie. Il y a même une étude qui a été menée par Yoshiyuki Ueda, qui est maître de conférence à l'université de Kyoto, et Sakiko Yoshikawa, également de l'université de Kyoto. Pour cette étude, ils ont pris à chaque fois 2 personnes qui se confrontent et qui sont en train de faire une alliance. Sauf que ces 2 personnes, pour le bien de l'étude, devaient adopter des expressions faciales différentes. 3 expériences ont été menées. Il y avait des personnes qui avaient un visage un peu plus énervé, un peu plus froid, tandis que d'autres personnes avaient des expressions beaucoup plus joyeuses ou beaucoup plus accueillantes, chaleureuses, vous voyez. Et pour ces expériences, ils les ont fait durer plus longtemps pour d'autres et d'une durée beaucoup plus courte pour d'autres. Et les résultats de l'étude, ils sont hyper intéressants. Ils ont montré que les participants, ils étaient plus susceptibles de choisir des personnes avec des visages heureux que ceux avec des visages neutres, triste ou en colère, lorsque la représentation de l'image des 2 personnes qui se regardaient, elle était courte. Cependant, lorsque l'expérience, elle était longue, ça n'a pas affecté leur jugement sur la perception des personnes qui le regardaient. Cette étude, elle signifie que, à court terme, l'expression faciale va avoir un grand impact sur le jugement que vous allez porter sur une personne. Mais dès lors que vous apprenez à connaître cette personne, que vous passez un peu plus de temps avec elle, ces expressions faciales, elles n'ont plus d'importance dans votre jugement, puisque vous allez au-delà des expressions et vous avez d'autres outils pour apprendre à connaître cette personne au-delà de son visage. Mais une personne en général qui n'a pas une expression faciale accueillante n'est pas une personne vers qui vous allez aller, puisque vous vous fiez à votre premier coup d'œil, votre premier jugement. Donc les expressions faciales ont un impact réel sur la manière dont on sociabilise. Le problème du Botox, eh bien ça fige votre visage. Le fait important à savoir sur cette opération de la prévention des rides avec du Botox, c'est qu'elle est en augmentation constante chez les personnes de la vingtaine. Alors d'après cet article de la presse qui est sorti le 16 février 2018, 7 millions. C'est le nombre d'injections de médicaments de type Botox en 2016 aux États-Unis. Il est en hausse de 797% depuis 2007, 197%, est-ce que vous vous rendez compte? Et il y a même la docteure Chloé Sylvestre, qui est médecin omnipraticienne spécialisée en esthétique, qui constate que les patients de la vingtaine qui ont recours au Botox représentent maintenant de 15 à 20% de sa clientèle. Un chiffre en hausse qui a plus que doublé depuis les 2 dernières années, note-t-elle. Je crois que les médias sociaux y sont pour beaucoup. Elle précise qu'elle refuse tous les patients de moins de 18 ans. Sûr qu'il y a déjà eu des patients de moins de 18 ans. Mais elle dit quelque chose d'important. Et là, ça va nous faire balancer sur le 2e sujet. Souvent, celles qui commencent dans la vingtaine me parlent du visage et des rides très prononcées de leurs parents. Les jeunes sont plus en alerte. Pourquoi les jeunes sont plus en alerte? Est-ce que les jeunes vieillissent plus vite que les générations passées? Apparently, Gen Z is like aging really rapidly. It is mainly because of the stress. Come here. We live in a time nowadays where millennials look way younger for their age, while Gen Z looks way older for their age. If you don't believe me, I'm Gen Z. I am Gen Z and nobody ever believes me. When my mom and I walk out in public, people think that my mom is my younger sister. When I tell people, oh, I'm gonna go hang out with my family, they think I'm talking about my children. I don't have kids, right? I'm talking about my parents. I'm still the child. Zendaya is older than me. Tom Holland is older than me. That's, you know what I'm saying right now? I am 26. What I'm saying is, so Gen Z definitely looks older. Déjà, commençons par définir la notion de Gen Z. Gen Z, ou dite génération Z, c'est la génération des personnes nées entre 1997 et 2010. Je pense pas que c'était 2010 avant, mais tous les ans ça recule, je sais pas. Elle succède à la génération Y, qui sont les millennials, qui eux sont nés de 1980 à 1994. Alors il faut savoir que ces 2 générations sont nées dans 2 ères très distinctes, puisque beaucoup de choses ont drastiquement changé après l'apparition des nouvelles technologies. Donc les millennials sont nés dans une ère d'émergence d'Internet. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Tandis que la Gen Z sont nés dans une ère de réseaux sociaux, dans une ère de nouvelles technologies, et ont baigné en fait dès la naissance dans tout l'essor de ces nouvelles technologies. C'est 2 contextes très distincts et qui du coup ont eu
des impacts sur la manière également dont on voyait la beauté. Il faut savoir également qu'il y a un autre contexte, c'est que on est dans des sociétés qui tendent de plus en plus à s'uniformiser et s'uniformiser autour d'une chose, le capitalisme. Et j'en ai parlé dans mon précédent essai, je vais vous mettre juste là. Voilà, n'hésitez pas à aller le regarder. Hein. Même si les précédentes générations avaient des conditions de vie beaucoup plus compliquées, un accès à la santé beaucoup moins facile que l'on a maintenant, la génération Z fait face à d'autres problèmes dus à tout ce lifestyle qui est vraiment contre nature, contre le cycle des saisons, contre... Il n'y a plus aucun suivi de ce qui se fait naturellement dans notre corps et de ce qui se fait naturellement dans la nature. Et du coup, on est beaucoup plus sujet au stress, à l'anxiété, aux dépressions, surtout depuis le Covid. Il y a également la pollution, je vais pas parler de la pollution, mais la pollution a des effets également sur la santé, notamment sur la peau. Dû à ça, il y a cette idée, en tout cas là vraiment dernièrement, que la génération Z vieillirait beaucoup plus vite que la génération Y. Une photo qui a également beaucoup fait réagir sur la question, c'est cette photo de Kylie Jenner. Cette photo de Kylie Jenner, elle est sortie en janvier ou février dernier à l'occasion de la Paris Fashion Week, et cette photo a attiré la foudre des internautes parce que Kylie Jenner paraîtrait beaucoup plus vieille que son âge. Certains ont fait des commentaires comme quoi elle paraissait même plus âgée que Jennifer Lopez qui elle en a 53, parce qu'il faut savoir que Kylie Jenner elle a 26 ans. Et donc beaucoup se sont emparés de cette image pour justifier le fait que la Gen Z vieillirait beaucoup plus vite que ses congénères, les millennials. Mais alors du coup la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que la Gen Z vieillit réellement plus vite que les autres générations? Alors dans les faits, absolument pas. C'est même l'effet inverse. Dans une étude avec comme titre « Est-ce que les 60 ans sont le nouveau 50 ans ?», la Librairie nationale de la médecine américaine s'est même réellement penchée sur le sujet, et les résultats de l'étude, ils suggèrent que les changements de comportement liés à la santé tels que le tabagisme, l'obésité, l'utilisation des médicaments, ils ont contribué à l'amélioration et la longévité dans l'âge biologique au fil du temps. Cela veut dire que d'un point de vue biologique, on vit plus longtemps et en meilleure santé que les générations précédentes. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette impression que la Gen Z vieillit beaucoup plus vite que les générations passées? Eh bien moi j'ai une théorie. Ce serait parce que ils ont comme modèle des millennials atteints de jeunisme. Je vais m'expliquer. On a une génération de millennials qui est très atteinte de jeunisme. Things in my 20s I wish I would have done. First step is gotten Botox. The first sign I noticed a fine line. Hey, sexy thing. It is a beautiful day in New York City, okay? A beautiful day to get some Botox. Looking like a star. Botox prevents lines from getting deeper and new lines forming, so when you do stop, you look better than if you had never tried it all. La jeunesse, c'est synonyme de longévité, c'est synonyme de bonne santé, c'est synonyme du coup d'emploi, parce que même sur le marché du travail, quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un considéré de beau, et du coup qui va faire des ventes. La jeunesse fait vendre, la jeunesse fait vivre, et du coup on a une génération de millennials qui est sur la pente de la vieillesse, et qui veut absolument rester jeune le plus longtemps possible, et qui a accès à beaucoup de moyens comme la chirurgie esthétique, comme la skincare, ce qui n'existait pas avant. Beaucoup de choses qui font vivre la peau plus jeune plus longtemps. Et cette génération de millennials met en avant tous ces produits, toutes ces procédures. Et qui y est exposé en premier? La Gen Z. Does no one else use these? I mean, I just started, but I think it's gonna be a consistent thing because this straw is an anti-wrinkle straw. So you're not like pursing your lips as hard when you drink out of it sideways like this. I don't like it. I don't like it at all. I love Botox. People are like, what do you ask for when you go in? I'm like, I just go in, I'm like, me up, fam. I don't want to see any movement. Like, if I can move my eyebrow a quarter of an inch, I'm suing. So just pump me full of it. What parts of your face? I'm like, everywhere. Normalement, la Gen Z sont jeunes, voilà, donc ils sont pas censés se sentir concernés par toutes ces procédures, toute cette course à la jeunesse puisqu'ils sont jeunes. Eh bien moi, je pense que c'est à cause du temps d'écran de notre génération. On a même dernièrement un des ministres qui s'est penché sur la question pour peut-être faire passer des lois pour le temps d'écran. Quand le gouvernement commence à s'inquiéter de quelque chose, en général, c'est que le problème il est là depuis 10 ans, mais que ça commence à prendre beaucoup de place. Vous voyez pas ce que je veux dire? Donc on a une génération de jeunes qui est sur les écrans absolument tous les jours, d'accord, et qui fait face à ce type de contenu. Et quand on fait face à ce type de contenu aussi jeune, on développe une peur de la vieillesse.
Et c'est pour ça du coup qu'il y a d'autres mouvements qui se sont créés comme les Sephora Kids, qui est un petit peu cette catégorie de très jeunes, aux alentours de 8-13 ans, 8-16 ans, qui courent dans les Sephora pour acheter des crèmes anti-âge, pour acheter des sérums anti-âge, parce que c'est les produits tendance du moment. Donc la raison pour laquelle également Kylie Jenner a l'air beaucoup plus âgée que les jeunes juste avant elle, c'est parce qu'elle tend à reproduire des comportements de personnes plus âgées qu'elle avait autour d'elle, comme sa sœur Kim Kardashian ou même sa mère, qui sont de grandes adeptes en fait de la tendance de la chirurgie esthétique, et c'est pour ça qu'elle a l'air plus âgée, parce qu'elle tend à ressembler à une personne plus âgée qui fait de la chirurgie pour paraître plus jeune, alors qu'elle est jeune. Mais donc du coup, comme je disais, le problème c'est pas qu'on a une génération de jeunes qui vieillit de plus en plus vite, c'est qu'on a une génération de jeunes qui veulent imiter des millennials qui, eux, veulent rester plus jeunes plus longtemps. Et ce comportement, il est tout à fait normal, en fait, c'est le mimétisme des jeunes, parce que les jeunes, pour apprendre et devenir des adultes, miment les adultes. Et ça a toujours été le cas. Encore jusqu'il y a peu de temps, quand vous regardiez les jeunes de notre âge, genre dans les années 90, dans les années 80 ou dans les débuts années 2000, ils avaient à peine 15 ans, mais ils avaient déjà une cigarette au bec. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils se laissaient pousser la barbe, ils s'habillaient vraiment comme leurs parents. Et ton avenir avec les filles, est-ce que tu le vois aussi? Je crois que, tout homme est né pour fonder un foyer. J'échapperai pas à la règle. J'ai pas du tout envie d'échapper à la règle. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant les jeunes ont changé, n'ont plus les mêmes aspirations qu'avant? Je pense vraiment que c'est les réseaux sociaux, et pour une raison. Générations précédentes avaient en général comme rôle modèle soit leurs parents, soit les grandes stars comme Michael Jackson, sinon les stars de cinéma, donc se projetaient en général sur ce genre d'apparence. Sauf que notre génération, elle est exposée aux réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup de personnalités, et donc on a un panel de rôle modèles qui est beaucoup plus grand que les générations précédentes. Ça veut dire que maintenant, nos générations actuelles, des fois, leur rôle modèle, ce n'est même pas leurs parents, des symboles de leur culture ou de leur religion, ça va être plutôt des gens qu'ils suivent sur internet. Et ça, c'est la différence. Sauf que sur internet, on peut tout et rien dire. Même moi, ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi, d'accord? Tous les incidents qu'il y a eu autour de la chirurgie esthétique chez les jeunes, qui allaient chez des praticiens qui étaient conseillés par des influenceuses ou qui étaient conseillés par des stars, des chirurgies qui n'étaient pas du tout adaptées à leur âge, pas du tout adaptées à leur morphologie, et j'en passe. Les débordements, ils sont tels que j'ai même pas besoin de m'étaler, d'accord? Et franchement, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, qui est la crème solaire, pour nourrir la peau, pour la protéger des dangers extérieurs, comme la pollution, comme le soleil, comme les UV, je pense que la chirurgie, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des dernier recours auquel on devrait avoir pour paraître plus jeune, parce qu'en fait ça a l'effet tout inverse. Et maintenant parlons de chirurgie esthétique, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis le début, mais est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la chirurgie esthétique? Parce qu'elle est également très intéressante. Lies knowledge gained from 15,000 similar operations. An inch or Cleopatra's nose might have changed the face of history. Alors bien qu'on retrouve des semblants de chirurgie esthétique très tôt dans l'histoire, dans l'Égypte antique, on va réellement parler de chirurgie plastique après la Première Guerre mondiale. Alors si vous avez bien suivi vos cours du lycée, il y a un chapitre que vous n'avez pas pu rater, c'est le chapitre sur les gueules cassées. Les gueules cassées, ce sont des soldats qui ont subi de grosses mutilations corporelles après la Première Guerre mondiale. Et suite à cet épisode un peu tragique de l'histoire, c'est là où la chirurgie réparatrice a fait le plus de progrès, avec des reconstructions faciales, des implants, beaucoup de choses qui se sont développées à cette époque. Alors moi, il faut savoir que c'est un chapitre qui m'a complètement traumatisée, d'accord? Le corps humain, ça me terrifie un peu, voilà ce qui se passe à l'intérieur du corps, rien que d'en parler là, j'en ai des frissons. J'aurais pas pu faire médecin, voilà, ni chirurgienne, ni rien du tout. Contexte, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, synonyme de prospérité, de joie. Du coup, il y a les années folles qui commencent, et les années folles vont également déclencher un élan de créativité avec le cinéma qui va être en folie à ce moment-là, ce qui va également développer les magazines pour suivre un petit peu ce qui sortait en cinéma, les nouvelles trends. Il va y avoir un boom dans la vente de cosmétiques, et en fait avec toutes ces belles actrices, ces beaux acteurs qui étaient toujours bien apprêtés, qui étaient toujours beaux à l'écran, il y a commencé à avoir un petit peu ce culte de l'image. Donc pour les besoins de leur métier, les acteurs et actrices ont commencé à faire des liftings, et vous vous souvenez quand je vous parlais des gueules cassées, et ben faut que vous sachiez que sans cet épisode des gueules cassées dans la Première Guerre mondiale, la chirurgie esthétique n'aurait pas fait de si grands progrès, parce que cet épisode
épisode de l'histoire, a considérablement fait avancer la chirurgie. La chirurgie de base réparatrice, mais qui ensuite a servi dans les recherches pour la chirurgie esthétique. Mais pour parler de chirurgie esthétique, je vais me baser sur les recherches de Elizabeth Heiken datant du printemps 2020 dans un essai qui s'appelle The Making of Modern Face Cosmetic Surgery. Cosmetic Surgery qui est maintenant appelée chirurgie plastique, mais qui a évolué avec le temps parce que maintenant on appelle plus ça chirurgie esthétique. Mais à l'époque, quand vraiment ça s'est imposé dans la médecine, on a appelé ça chirurgie plastique. C'est issu du grec plastikos, qui veut dire un petit peu moulé, formé. Dans les années 20 aux États-Unis, l'industrie de l'audiovisuel, du cinéma, de la mode a commencé à vachement se développer. Avec les films, les magazines, on commence à avoir des premières traces de trends de beauté et de à quoi un Américain devait ressembler pour être beau à cette époque. Et c'est là également qu'on va commencer à parler un petit peu de eurocentrisme dans les idéaux de beauté, puisque ces magazines et ces films vont commencer à se faire connaître à travers le monde, et tous ces standards de beauté américains vont s'expatrier dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, et donc vont influencer également le monde et dicter aux gens comment ils devraient être beaux. Et après la Première Guerre mondiale de 14-18, il y a eu une énorme vague d'immigration aux États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup plus durci leurs lois concernant l'immigration, et ça a créé un espèce de climat anti-migratoire qu'on retrouve un petit peu, j'ai envie de dire, dans notre contexte actuel en Europe. Donc à ce moment-là, l'immigration elle s'est un petit peu calmée. Sauf que les gens qui étaient déjà sur place ne ressemblaient pas à des Américains lambda. Beaucoup sont passés sur la table d'opération pour se fondre dans la masse. On a par exemple, après la guerre de Corée, beaucoup d'hommes et de femmes coréennes à cette époque sont passés par la chirurgie de la double paupière pour agrandir leurs yeux, parce que d'après les Américains, les yeux asiatiques ne reflètent pas assez les émotions et on a du mal à comprendre ce qui se passe dans votre visage en fait. Il y a également eu beaucoup de rhinoplasties. Les rhinoplasties qui étaient très prisés par les Européens de l'Est qui ont des nez un peu plus aquilins. Donc on peut constater que les débuts de la chirurgie esthétique, ils avaient pour but d'effacer l'âge sur le visage des actrices, mais également d'effacer l'ethnie des personnes racisées qui à l'époque avaient immigré aux États-Unis. On a un témoignage rare de l'actrice Fanny Brice qui en 1923 a fait un interview dans le New York Times, et dans cette interview, elle évoque sa rhinoplastie et elle évoque le fait que le chirurgien qui a refait son nez a rigolé en disant « Trim her nose down to normalcy ». De quelle norme on parle là? Ce qui indique que pour l'époque, son nez n'était pas normal en fait. Une part importante de la modern face, c'est les dents. Alors c'est quelque chose que j'avais pas compris à ce point, et j'ai lu un article hyper intéressant sur Days qui parle du visage smartphone et qui parle du fait que des visages paraissent beaucoup plus modernes que d'autres. Et je pense que vous l'avez vu dans des films, il y a des personnes des fois qui n'ont pas l'air de faire partie d'une époque. Et moi je m'en suis rendu compte avec une chose, on parlait avec une copine un petit peu de nos idéotypes et on parlait du fait qu'on était attiré par certains types de visages ou non. Et en fait quand j'ai par exemple cherché des acteurs ou cherché des personnes connues un petit peu pour décrire un petit peu ce que je pensais, ma copine elle m'a dit mais en fait t'aimes trop les mecs vintage. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode ah, you got a point. Genre là, tu dis quelque chose d'intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'elle voulait dire par t'aimes trop les mecs vintage? C'est qu'en fait, j'aime trop les visages qui ont des traits qui ne sont pas répandus dans les médias aujourd'hui. J'aime bien les visages qui ne paraissent pas de l'époque d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ne sont pas symétriques. Parce que ce qui est répandu aujourd'hui, c'est vraiment les visages parfaits, les visages symétriques, les dents très droites. Pour vous imaginer un peu le truc, si par exemple vous faites un film d'époque qui doit censé se passer dans les années 30 et que vous prenez par exemple Kylie Jenner, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Kylie Jenner a un visage d'aujourd'hui. Et je vais revenir sur les dents parce que c'est très intéressant. I frequently think about the amount of celebrities that have gotten veneers, and I want to talk about it because I don't think a lot of people realize how many celebrities have chosen to get these big white veneers. And maybe it's because I've spent over half my life in orthodontic work, but I feel like teeth have character that kind of fit somebody's face. And when everybody has the exact same teeth, I swear it's harder to recognize them. I can't help but feel like people are gonna regret getting rid of their teeth that gave them character. Like
can only imagine how different this person would look if their teeth were just exactly the same. It would take away so much from what I think makes them unique. Le standard de beauté et la modern face, c'est les facettes dentaires. On n'a tous pas le même sourire. Il y en a que quand ils sourient, on voit beaucoup leurs gencives. Il y en a moins. Il y en a, ça se soulève plus ici et d'autres non. Il y en a qui ont des dents écartées comme moi. Il y en a qui ont des dents très droites. Il y en a qui ont des dents un petit peu sur le côté. Plein de paramètres qui font que le sourire de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui va faire la singularité du visage de quelqu'un. J'ai vu une sorte de facette dentaire. Alors c'est pas toutes les facettes dentaires qui se font de cette manière-là. Et moi c'était la première fois à ce moment-là que je faisais face à une vidéo de facettes dentaires. C'est les dents de requin. Ça m'a traumatisée à vie, d'accord ? Donc les facettes dentaires avec la procédure des dents de requin, ça va être de complètement limer la dent jusqu'à temps qu'elle ressemble vraiment à une dent de requin. Donc c'est-à-dire un petit peu comme ça, là, hop, là. Donc toute fine. Et il faut savoir qu'une fois que vous limez vos dents, c'est fini, d'accord ? Et voilà. Et après, hop là, d'imbriquer des facettes. You can see what a big difference a little extra care can make in your appearance. En 1956, on a un livre qui sort qui s'appelle Glamour Book, où la conseillère en beauté Lily Daché dit, je cite, « Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour une femme de devenir vieille, sauf si elle est malade. Si vous voulez continuer dans ce moderne et incroyable monde, vous devez être jeune dans votre tête, dans vos émotions et en apparence. » Il faut savoir qu'à cette époque, la beauté et la chirurgie, ça ne concernait seulement que les femmes. Un homme qui s'intéressait à la beauté et à son apparence, c'était considéré comme gay. Parce qu'à l'époque, il y avait l'idée que les vrais hommes ne se soucient pas de leur apparence et ne se soucient pas de la beauté. Il y a même un chirurgien de l'époque de Los Angeles qui s'appelle Michael Curtin qui dit « Tout homme qui considère avoir un facelift est soit un acteur qui vieillit, soit un homosexuel, soit les deux. » C'était en 1972. Mais il y a également des pensées à l'époque moins homophobes, mais qui sont beaucoup plus centrées justement sur le jeunisme. Et ça, on le voit même dans une édition en 1961 de Forbes, où l'autrice Marilyn Mercer explique « We put such a premium on youth today, a more youthful appearance may be necessary for survival. » Et petit à petit, les hommes ont également commencé à s'abonner à la chirurgie esthétique, mais c'était uniquement réservé aux hommes âgés, qui se faisaient des eye lifts. Quand vous vieillissez, il y a la paupière qui tombe un petit peu comme ça, des facelifts pour tirer la peau en arrière, des liposuctions, des transplantations de cheveux pour reconstruire un visage beaucoup plus jeune, beaucoup plus masculin. Mais petit à petit, des questions sur la relation qu'avait la chirurgie esthétique et la santé mentale ont commencé à se poser, parce que il fallait qu'on se pose des questions. Les chirurgiens esthétiques ont commencé à être taxés de beauty doctor, donc docteur de la beauté, qui pour l'époque était à connotation négative bien évidemment, donc rabaissante pour leur profession. Et donc on commençait à se pencher sur le sujet pour justifier leur travail. Les médecines actuelles évoluent dans la préoccupation d'améliorer la santé des patients. Et que penser au bien-être de ces patients et du coup à l'amélioration de la santé de ces patients, c'est également s'occuper de leur santé mentale. Et si s'occuper de la santé mentale d'un patient, c'est modifier son apparence pour qu'elle se sente bien avec elle-même et que du coup sa santé mentale s'améliore, alors la chirurgie esthétique est une médecine qui améliore la santé physique sur un long terme des patients. Et donc à partir de ce moment-là, les chirurgiens ont pu avancer puis approuver la théorie que une belle apparence pouvait avoir un impact sur la santé mentale qui, elle, pouvait avoir un impact sur le bien-être d'une personne. Mais bon, je pense qu'on va clôturer ce chapitre sur la chirurgie esthétique parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Je vais pas également parler des risques de la chirurgie esthétique parce que je pense que c'est un sujet qui est très très abordé. Vous avez énormément de témoignages de nos jours qui sont sortis dans les médias, des risques de nécrose, perte de membres de son corps, des effets irréversibles sur la santé et sur le corps, comme avec les dents de requin. Je vous avoue que je voulais aborder beaucoup plus de points, mais j'ai peur que la vidéo soit vraiment trop longue et je pense que c'est des points que je peux aborder dans une autre vidéo. Si vous avez d'autres choses très intéressantes à dire, je suis très preneuse, voilà. Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, bien évidemment dans le respect, comme d'habitude. Et n'oubliez pas de passer par mon lien en barre d'infos pour profiter de Opera, c'est totalement gratuit. Bisous!